première question que je voudrais poser, c'est de savoir pourquoi la perception populaire du personnel politique qui a animé le processus de transition depuis 2011 est-elle aussi négative? Merci, Monsieur Philippe. Merci à Adhéry d'abord pour l'invitation et pour nous avoir permis ce regard multidisciplinaire sur une question qui nous intéresse tous. Alors, j'ajouterai peut-être les éléments qui n'ont pas été cités. Moi, je pense qu'il s'agit essentiellement d'une question de confiance. De confiance, on en parle beaucoup parce que finalement, à partir de 2011, on n'a jamais cessé, ou les gouvernants n'ont jamais cessé de rompre le contrat politique qu'ils avaient avec les électeurs. Il ne faudra pas oublier que les mots d'ordre de la Révolution étaient en rapport avec les conditions économiques et sociales. Or, depuis 2011, et je rejoins à ce qu'a dit mon collègue avant moi, depuis 2011, la question économique et sociale a été reléguée au second plan et il y a eu une concentration, on s'est focalisé sur les questions identitaires, sur les questions relatives au rapport État-religion, ainsi de suite. Et donc la rupture du contrat politique entre les citoyens, citoyennes et les gouvernants ne s'est pas arrêtée en 2011, mais 2014, 2019, et cette rupture s'accentue à chaque fois, d'abord par le mécanisme du consensus, qui n'est qu'une formalité, c'était un consensus formel, c'est-à-dire on se mettait d'accord sur les termes, peut-être sur les grandes lignes, mais jamais sur le contenu. On a vu ça dans la Constitution, on dit souvent que c'est une Constitution consensuelle, mais en réalité, elle ne l'est pas parce que l'accord porte sur les termes et pas sur leur contenu et pas sur leur sens. Dernière chose peut-être qui, à mon sens, explique aussi en grande partie cette méfiance, c'est la question de l'état de droit. C'est l'échec, moi je pense, même si j'essaie d'être optimiste, je ne pourrais pas, sur ce point particulièrement, c'est qu'en Tunisie, on n'a pas pu établir un véritable état de droit. Et je pense que la démocratie devient impossible, impensable même, sans état de droit. Ce que nous avons vu depuis 2011, quand je dis état de droit, déjà au sens formel, au sens strict, c'est-à-dire l'État qui respecte la loi qu'il a lui-même produit. Je ne parle même pas de l'état de droit au sens du respect des droits et libertés, ainsi de suite. Donc finalement, ce que voient les Tunisiens, c'est une démocratie formelle. On a une alternance, on a des élections, mais le Tunisien, celui qui est sorti du 17 au 14 janvier pour contester l'injustice sociale, pour contester les conditions de vie difficiles, voit au contraire qu'au lieu d'améliorer son quotidien, la succession des politiques et des gouvernements n'ont fait qu'approfondir la crise et qu'à paupériser encore les Tunisiens. Voilà. Quelles ont été, selon vous, les réalisations démocratiques qui ont été réalisées pendant ces 10 dernières années? Car il y a effectivement des manques, mais il y a eu aussi un certain nombre d'avancées. Je me tourne vers ma collègue Salwa, juriste et constitutionnaliste, pour lancer le débat. Merci. Oui, alors je suis dans l'obligation de rappeler que les premiers acquis démocratiques ont précédé les élections de l'Assemblée nationale constituante. J'entends par là tout ce qui a été fait par la commission de la réforme politique, la commission dite Ben Achour, et tout le travail qui a été fait dans ce cadre-là, même si aujourd'hui, je pense que les juristes ne sont pas ils sont persona non grata, comme on dit, mais il faut le rappeler, l'essentiel des textes qui ont permis la transition démocratique ont été faits à ce moment-là. Je pense notamment au décret-loi sur les partis politiques qui a libéré
la scène politique, qui a permis le pluralisme politique, qui a mis un cadre conforme aux standards internationaux en la matière, qui a traité même du financement des partis politiques, des sanctions, de tout un régime politique. Je pense aux décrets sur les associations également. Je pense aux textes qui ont essayé d'introduire l'idée de la régulation dans le domaine des médias. Et je pense surtout à la première institution indépendante qui a su mener les élections, et tout cela a été fait avant l'Assemblée nationale constituante, et ceci a donné un élan en termes de liberté, en termes de liberté politique, en termes de pluralisme politique qui existe jusqu'à aujourd'hui. Alors, bien sûr, après les élections et après l'Assemblée nationale constituante, est-ce que la Constitution de 2014 en soi est un acquis? Moi, je pense oui. Je pense que c'est un acquis parce que malgré tout, mais j'espère qu'on aura le temps de traiter de ces défaillances et des problèmes de la Constitution, en termes de droits et libertés, d'abord, la Constitution de 2014 a fait le tour des 3 générations des droits humains. La Constitution a prévu un mécanisme pour les limitations des droits et libertés qui est conforme à ce qu'il y a de plus récent dans la jurisprudence internationale sur la proportionnalité. C'est une Constitution qui a essayé de respecter la séparation des pouvoirs, ainsi de suite. Et donc, il y a des éléments très importants, que ce soit en termes pour les droits, pour les institutions constitutionnelles indépendantes, pour la Cour constitutionnelle, même si, donc là, je parle du texte, je ne parle pas du tout de la pratique, je ne parle pas du tout de ce qui s'est passé réellement, je parle de la Constitution en elle-même. Je pense que c'est un acquis très important et je pense que sa lecture critique permettra la survie de cette Constitution, comme n'importe quel texte qui, avec l'expérience, montre ses limites. Et la question suivante est de savoir comment le système politique qui avait été prévu et organisé au sein de la Constitution de 2014 a-t-il, selon vous, lui-même contribué à saper, à miner l'efficacité de la gestion gouvernementale, de ce qu'on appelle la bonne gouvernance? Je me tourne vers Eliès. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été présentées sur lesquelles je suis d'accord, donc je ne vais pas trop revenir sur ce qui a été dit. Moi, je rappelle tout simplement que le régime politique ou le choix du régime politique, c'était la question la moins discutée lors de la Constituante, ou qui a posé le moins de problèmes. Pourquoi? Parce que il y avait l'autre priorité qui était à l'ordre du jour, l'article 2, l'article 1er, le caractère civil de l'État, la liberté de conscience et de religion, parce que, je ne dis pas que c'était superflu, non, parce que ça s'imposait, parce qu'on a senti un danger, parce que la société tunisienne a été menacée, le modèle de société tunisienne a été menacé. Maintenant, ce qui s'est dit à partir de sit-in de la Kasbah, c'était comme un mot d'ordre, c'est le régime parlementaire. Et ceci ça a créé un mouvement pro-régime parlementaire sans que trop de Tunisiens sachent ce qu'il en est, sans voir les expériences comparées, ce que ça a donné chez d'autres pays qui ont fait la transition. Et c'est pas difficile à expliquer, c'est parce qu'il y avait cette peur et cette volonté de se débarrasser de la figure du père, de la figure du chef de l'État, du président, de l'homme unique, du parti unique, et toutes les exactions qui ont été commises par l'ancien régime. Donc, on était porté plus vers le régime parlementaire. Maintenant, est-ce que ce que nous avons vécu comme régime politique, est-ce que ça traduit la Constitution? Évidemment non. Évidemment non, parce que ce soit en 2014 ou en 2019, tout ce qu'on a vu, c'est que le chef du parti majoritaire ou qui a gagné les élections, qui, dans l'esprit des constituants et dans l'esprit du parlementarisme, il aurait dû être
chef de gouvernement, il y a toujours cette volonté de se dérober de cette responsabilité et de choisir quelqu'un d'autre à la place. Alors ceci a donné lieu à une sorte de dilution de la responsabilité politique par le fait, par ailleurs, du consensus, parce que jusque-là, on n'a jamais eu un parti qui gouverne seul. Et là, je vous rejoins sur la question du code électoral et de la loi électorale, qui est restée la même que 2011, même si les impératifs ne sont pas les mêmes. En 2011, c'était un pouvoir constituant, donc on avait un intérêt à faire participer le maximum, à être inclusif, mais après, il fallait penser à une majorité plus ou moins claire qui permet une certaine stabilité, qui permet un gouvernement, qui permet l'effectivité. Donc, il y avait cet aspect par rapport à la pratique. Il y a un autre aspect qui est propre ou qui est inhérent à la Constitution elle-même, je trouve, qui rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. La peur du président ou la peur du pouvoir du président a fait que le choix qui est fait, qui voulait être un parlementarisme rationalisé en quelque sorte, ça nous a donné quoi? Ça nous a donné un chef de l'État qui est élu directement par le peuple, mais dont les pouvoirs ne traduisent pas cette légitimité directe ou ne traduisent pas assez, disons, pas assez. Pourquoi? Parce que dans le système actuel, et c'est ça qui a mené à la crise et au blocage actuel, le chef de l'État est quelque part décapité d'un pouvoir d'arbitrage qui lui est propre. Il n'a pas le pouvoir, un réel pouvoir d'arbitrage qui lui permet de débloquer, de démettre un gouvernement ou de dissoudre la Chambre, et c'est ce qui nous a mené à cette situation. Et donc, je pense qu'on avait tellement peur de donner plus de pouvoir au chef de l'État que finalement, on s'est retrouvé actuellement avec un chef de l'État qui a tous les pouvoirs, même si on est dans un état d'exception constitutionnelle. Mais c'est pour vous dire que cette volonté, on n'est pas arrivé à avoir un juste milieu et un partage égal des compétences et des pouvoirs entre les deux têtes de l'exécutif, d'abord, parce qu'on a fait le choix d'avoir un exécutif bicéphale, et puis entre l'exécutif et le pouvoir législatif. Donc, il faudra penser aussi sur ce qui ne marche pas dans la Constitution, à côté de ce qu'on a dit sur la pratique qui s'est complètement écartée du modèle constitutionnel tel que pensé par le pouvoir constituant. Merci. Je veux vous demander de garder la parole pour répondre à la question suivante, parce qu'elle se situe dans le prolongement de ce qui vient d'être dit par les trois orateurs. On a beaucoup parlé des médias. Quel rôle, selon vous, les médias ont-ils joué dans la construction de la perception de la démocratie par le public? Ont-ils favorisé cette perception ou, au contraire, l'ont-ils atténuée? Oui, alors c'est oui et non. Pourquoi? Parce que d'après ce que j'observe, comme citoyenne et comme quelqu'un qui regarde et qui suit plus ou moins les médias. D'abord, il y a eu la libération des médias, que ce soit la libération de liberté de l'information, liberté de communication, liberté d'accès à l'information. Donc cette ambiance de liberté a fait qu'il y ait une diversité d'abord dans les médias, une diversité pour les journaux, pour les télévisions, ainsi de suite. Alors ce qui n'a pas peut-être, et d'un autre côté, il y avait aussi cette volonté d'autorégulation à travers des instances ou des structures pour cela. Alors pour l'autorégulation, je pense que, et là c'est parmi les défaillances des décideurs politiques et de ceux qui ont gouverné depuis 2011, c'est le provisoire qui dure. C'est-à-dire qu'on est resté avec une instance, la AICA, qui était initialement prévue pour ne pas durer. Il fallait avoir une instance permanente qui aura ce pouvoir de régulation de la scène médiatique. Donc cela n'a jamais été fait, et il y a eu, ceux qui suivent un peu savent qu'il y a eu une contestation même de sa légitimité. Comment est-ce que
son autorité, elle n'avait pas une autorité, notamment parce que les partis politiques ne voulaient pas qu'elle ait ce pouvoir de régulation. Et nous regardons aujourd'hui, ce n'est qu'aujourd'hui que les décisions de la AICA commencent à être appliquées. On a vu des chaînes de télévision proches du parti Ennahda qui déchiraient publiquement les décisions de la AICA pour dire on n'applique pas, on n'est pas concerné. Donc, il y a l'aspect institutionnel qui a ralenti, et il y a un autre aspect sur lequel je pense il faut attirer l'attention, c'est l'enjeu de l'argent, notamment pour les médias privés. Et nous avons tous remarqué comment est-ce que les médias ont été utilisés lors des élections pour ou contre tel ou tel candidat. Comment est-ce qu'on n'a pas vu une sorte de charte éthique ou de l'éthique des médias au moment... Ça existe sur le texte, théoriquement, ça existe. Il y a des chartes dans ce sens, il y a des obligations pour les médias dans ce sens, mais je pense que pour les télévisions, notamment privées, on a vu cette dérive, et au lieu de participer, pour revenir à votre question, de participer à présenter un véritable débat pluriel qui essaye de sensibiliser, qui essaye de présenter une matière objective et impartiale aux récepteurs, on a vu malheureusement des médias s'impliquer ou qui sont entraînés dans des campagnes électorales. Et la dernière, c'était la chaîne de télévision d'un candidat au présidentiel qui a profité de cette chaîne pendant des années pour arriver au pouvoir. Donc, je pense que la situation mérite quand même une autorégulation du secteur eux-mêmes, mais aussi la mise en œuvre des institutions qui sont prévues pour réguler ce domaine. Selon vous, le pluralisme politique peut-il être sauvegardé, malgré tout ce qu'on a dit, en dépit des problèmes rencontrés de gestion des affaires publiques ou de prise de décision? Est-ce que le pluralisme politique a et doit encore avoir un avenir? Alors, juste deux points, en fait. Moi, je pense, par contre, que le taux d'abstention en 2011 n'était pas alarmant. Je pense que c'était prévisible, hein, parce que, d'abord, les élections se sont passées très rapidement et que nous avions des partis politiques qui n'étaient pas structurés, qui n'étaient pas prêts. Et à l'exception d'un seul parti, qui avait deux armes, en fait, l'arme de la religion et l'arme de l'argent, même si c'est un parti qui était dans l'illégalité. Donc, c'est le seul parti qui a pu percer en 2011. Les autres n'avaient pas d'ancrage social et n'avaient pas ni moyens, ni projet de société tout près. Donc, 2011, donc, il y a des éléments qui sont en rapport avec les partis eux-mêmes. Il y a aussi un autre aspect qu'on n'arrête pas de remarquer, c'est par rapport aux citoyens, lui aussi, hein. Je pense qu'on n'a pas arrêté de critiquer la classe politique, les dirigeants, les gouvernants. Moi, je pense qu'il est temps aussi qu'on réfléchisse un petit peu sur le devoir citoyen. Et là, je rappelle, dans certains États, aller voter, c'est un devoir. Bon, c'est discutable, hein, on peut en parler. Mais il y a aussi cet aspect-là, le comment et pourquoi est-ce que le citoyen considère que l'abstention va changer quoi que ce soit, sachant que avec ou sans sa participation, il y aura toujours quelqu'un ou un parti ou une entité qui va nous gouverner. Moi, je pense qu'il faudra mener un débat sur ça, notamment avec les jeunes, parce que les jeunes, le taux le plus important, c'est auprès des jeunes, et ce sont ces mêmes jeunes qui parfois sont les premiers à critiquer le rendement du gouvernement, ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut voir un petit peu aussi cette idée d'abstention qui est générale dans la plupart des États, hein. Il y a une régression de la participation politique liée à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la démocratie représentative, mais il va falloir bien chercher la cause et aussi les responsabilités, et ne pas se limiter à responsabiliser les acteurs politiques, même s'ils sont principalement, c'est à eux de ramener les gens, je le sais, mais quand même, un travail sur soi ne serait pas mauvais, je pense. L'égalité et la dignité, je pense que ce sont les trois principes fondateurs de tous les droits humains, et ce sont les slogans de la révolution tunisienne.
Le Covid était au niveau mondial justement un accélérateur de crise au niveau politique, économique et social. Comment voyez-vous l'impact du Covid justement et sur la démocratie tunisienne? La deuxième question, c'est que plusieurs analystes économistes considèrent que la Tunisie n'a pas su profiter des quick wins. Les difficultés économiques que rencontre le pays aujourd'hui sont-ils, selon vous, surmontables? Donc la troisième question, c'est l'opposition entre le régime présidentiel et parlementaire est présentée dans le débat public comme un clivage insurmontable. Y a-t-il une troisième voie au-delà de ce dualisme? Et la dernière question, c'est selon vous, quelles sont les voies de sortie de crise pour la Tunisie de demain? Merci. Bien, je crois que nous pouvons recommencer un nouveau débat avec des questions aussi larges. On peut peut-être les prendre les unes après les autres. Qui souhaite répondre? Lancer le débat. Je vous en prie. Alors, donc je suis l'ordre des questions, c'est ça? Donc la Covid que oui. Vous souhaitez et sur celle qui vous inspire le plus. Si d'accord. Peut-être pour la crise sanitaire, là aussi, on partage cela avec le reste du monde, mais avec une spécificité, avec un handicap tunisien, qui est la question des moyens, et qui est le fait de vivre aussi cette crise au même moment où il y avait une véritable crise politique en Tunisie. Nous savons tous que le dernier gouvernement a été affronté, et même avant lui, le gouvernement qui n'a pas duré longtemps, le gouvernement Farfer donc a été confronté à cette crise. Moi, je pense que l'impact est de deux sortes. Il y a d'abord l'impact économique qui est évident en matière de perte d'emploi, en matière de notamment pour les métiers fragiles ou les métiers vulnérables ou les classes sociales aussi vulnérables. Mais aussi, on n'en parle pas beaucoup en termes de droits et libertés. Pourquoi? Parce que, et là aussi, la question s'est posée un peu partout dans le monde. L'État qui a été généré par la Covid nécessitait des pouvoirs un peu exceptionnels, des pouvoirs publics, nécessitait des décisions limitant les droits et libertés. Et je pense que pour des raisons liées à la santé publique notamment. Et je pense qu'en Tunisie, on n'a pas eu beaucoup de temps ni de cadre, ni de possibilités pour débattre des implications des mesures prises pour combattre la Covid en termes de droits et libertés, liberté de circulation, liberté de travail, liberté concernant l'acte médical. Dernièrement, le débat, ou enfin, il n'y a pas eu un véritable débat, mais sur la question du pass vaccinal, est-ce qu'on reste toujours dans la logique du consentement à l'acte médical, ou est-ce que c'est la santé publique qui l'emporte, et dans quelle proportion? Donc tout ce débat-là, en fait, qui aurait dû être géré par l'article 49 de la Constitution, puisque nous avons un article qui détermine les conditions qui permettent la limitation des droits et libertés sans les vider de leur essence, mais aussi en respectant la proportionnalité et la nécessité. Et je ne suis pas certaine que sur l'ensemble des mesures qui sont prises pour limiter les droits et libertés, on a bien réfléchi sur la nécessité et sur la proportionnalité. Pour la deuxième question, je dirais sur l'opposition du régime, l'opposition au régime parlementaire présidentiel. Je pense que la question, d'abord en Tunisie, on n'a pas un régime parlementaire pur. Nous avons un régime parlementaire dit rationalisé ou semi-parlementaire, c'est-à-dire qu'on a introduit des correctifs pour limiter les défaillances de ce système. Moi, je pense que le plus important, ce n'est pas de savoir si on opte pour un régime présidentiel ou parlementaire, mais de savoir réaliser un équilibre des pouvoirs. Et l'équilibre des pouvoirs, beaucoup de pays le voient de manière différente. Je pense qu'actuellement, nous avons
essayer d'avoir une sorte de parlementarisme, mais je l'ai dit tout à l'heure, je pense que côté partage des pouvoirs, il n'y a pas un véritable équilibre qui traduit le poids électoral et la légitimité populaire de chacun des acteurs. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il fallait peut-être donner un peu plus de pouvoir autonome, de pouvoir d'arbitrage au président de la République. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'on doit aller vers un régime présidentiel? Je ne le pense pas. Je le pense pas parce que je pense que nous sommes une société qui a un rapport particulier avec le chef de famille, avec le chef de la tribu, avec le chef de l'État aussi. Et je pense que nous avons besoin d'une thérapie par rapport à cette image qu'il y a une seule personne qui peut résoudre tous nos problèmes et qui peut décider par elle-même et qui peut tout orienter dans le pays. Donc là aussi, le juste milieu, mais avec peut-être un partage plus précis des pouvoirs et surtout avec des mécanismes pour résoudre les conflits entre les différents pouvoirs devant la Cour constitutionnelle, encore une fois, qui tarde à venir. Donc l'essentiel, c'est, je pense, dans l'équilibre et dans le partage précis des pouvoirs avec des mécanismes de résoudre les conflits. C'est le plus important. Peut-être vous donner à toutes et à tous une minute pour dire ce que vous n'avez pas pu dire, que vous auriez voulu dire et sur laquelle on ne vous a pas interrogé. Merci. Alors, je pense qu'on ne peut pas parler de la démocratie en Tunisie sans clore avec ce qui se passe actuellement en Tunisie par rapport à l'application de l'article 80 et du système du décret 117. Je ne vais pas revenir sur les débats du respect ou du non-respect de l'article 80. Le fait est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état d'exception et que nous avons le chef de l'État qui concentre l'ensemble des pouvoirs, comme ce qui se passe dans la plupart des États où il y a des états d'exception. C'est-à-dire l'idée même de concentrer les pouvoirs pendant l'état d'exception n'est pas en elle-même problématique. Ce qui serait problématique, par contre, c'est de partir de cet état d'exception ou de l'article 80 qui permet de rester théoriquement dans le cadre de la Constitution pour aller vers des réformes ou des changements relatifs aux choix fondamentaux de la Constitution. L'état d'exception, oui. Faire en sorte que les institutions fonctionnent normalement, oui. Faire en sorte d'assainir la scène politique, oui. Faire en sorte que la corruption soit punie pour qu'il y ait une scène politique ou pour assainir un peu le paysage politique, oui. Mais à la fin, ça doit viser le retour à l'application et aux règles constitutionnelles. Sans cela, on serait en dehors de la Constitution de 2014. Et si on profite de l'état d'exception pour changer de régime politique ou pour procéder à des réformes, même si elles sont louables, elles peuvent être louables et importantes et attendues, mais je pense que on ne peut pas réviser la Constitution de 2014 avec des mécanismes qui sortent de la Constitution de 2014. Donc, il va falloir choisir. Soit on reste dans le cadre de la Constitution, soit on sort, et on dit qu'on sort du cadre de la Constitution. En attendant, je pense que ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est ce débat autour d'une table. Et ça, seul le chef de l'État peut le décider parce que c'est lui qui doit être à l'écoute de l'ensemble des acteurs politiques, de la société civile. Et depuis le 25 juillet, l'ensemble des acteurs qui étaient concernés par le changement en Tunisie n'ont pas arrêté de demander d'être écoutés et de participer à ce débat, s'il y aura des débats sur des réformes du régime ou des réformes institutionnelles d'une manière générale. Merci.